Bonjour mes chers amis et merci de me rejoindre pour une nouvelle histoire. Celle d'aujourd'hui est l'histoire d'une femme que l'on croyait effacée, mais dont le silence cachait une force redoutable. C'est l'histoire de Colette, 74 ans, aide-soignante à la retraite qui vit chez son fils. Un matin, après une dispute humiliante, il lui lance « Tu es comme une plaie purulente dans cette maison. Fais tes valises et casse-toi ». Ce même jour, Colette découvre qu'elle a gagné 12 millions d'euros au loto. Mais le soir, son fils vole ce qu'il croit être le ticket gagnant et commence à dépenser l'argent qu'il n'a pas. Colette, elle, ne dit rien. Elle observe, car elle seule sait qu'il a volé un faux ticket et que le vrai, signe de son nom, est bien à l'abri. Restez avec moi pour découvrir comment Colette, armée d'un simple stylo et d'un silence assourdissant, va leur donner une leçon sur la différence entre la chance et la justice. Je m'appelle Colette, j'ai 74 ans, je vis à Saint-Denis. J'ai travaillé toute ma vie comme aide-soignante à l'hôpital. J'ai élevé seul mon fils Pierre après la mort de mon mari, emporté trop jeune par un cancer foudroyant. Je n'ai jamais demandé grand-chose, juste un peu de reconnaissance, un regard, une main qui se tend. Mais ce que j'ai reçu ce matin-là, c'était un crachat dans l'âme. Tu es comme une plaie purulente dans cette maison. Maman, si tu continues avec tes conneries, fais tes valises et casse-toi. Plus personne ne veut de toi ici. C'était la voix de mon fils, mon unique fils, celui que j'avais porté dans mon ventre, nourri avec mes économies, soigneux les nuits de fièvre, écoute dans ses peines d'amour. Il se tenait au-dessus de moi, grand, large, comme s'il me dominait. Derrière lui, Amélie, sa femme, appuyée contre le plan de travail de la cuisine, bras croisés, lèvres pincées, elle ne disait rien. Elle ne disait jamais rien. Ses silences parlaient pour elle, ses regards secs, la manière dont elle déplaçait les assiettes juste hors de ma portée quand je proposais d'aider à faire la vaisselle. Je baissais les yeux. Sur la table, un ticket à gratter de la Française des Jeux. Je venais de l'acheter au bureau de tabac à 2 rues d'ici. Un ticket à 5 non pas plus. Une habitude innocente. Je ne misais jamais plus. Ce n'était même pas pour l'argent. Juste ce petit frisson, cette lueur de peut-être. Certains tricotent, d'autres font des mots croisés. Moi, je grattais, je les payais avec mon argent, dis-je doucement. Dans le pot, Pierre et Cana. Le pot des courses, tu veux dire. Ce n'est pas ton argent. Tu n'as pas d'argent, maman. On paye les factures, on te nourrit. Tu vis ici gratuitement. Tu te rappelles ce mot gratuit? Ce mot gratuit me gifla comme si toutes les années à enchaîner les gardes de nuit, à dormir sur des fauteuils d'internat. À courir après les primes ne comptait plus, comme si les 500 001 que j'avais donnés pour la mise de fonds de cet appartement n'avaient jamais existé. Comme si les trajets pour aller chercher leur fille Lila à l'école pendant qu'il dormait encore, les nuits passées à lui chanter des berces n'étaient qu'un bruit de fond dans le récit de leur vie. Je voulais leur dire ce que signifiait ce ticket, que la boulangère me demandait toujours si je voulais le même que d'habitude et que ce petit échange me faisait me sentir encore humaine, encore visible. Que le bruit de la pièce frottant le papier me donnait un minuscule sentiment de contrôle dans une vie qui m'avait tout pris. Mais je n'ai rien dit. J'ai replié doucement le ticket et l'ai glissé dans la poche de mon gilet. Pierre a levé les yeux au ciel. Amélie est partie sans un mot. Je suis restée seule à la table de la cuisine, là-haut je lui faisais manger sa bouillie de semoule quand il était petit, là-haut je reprisais ses jeans parce qu'on n'avait pas les moyens d'en acheter de nouveaux. Maintenant j'étais une nuisance. Je me suis levée, je suis sortie sur le balcon. L'air de Saint-Denis sentait le bitume chaud. J'ai sorti le ticket. C'était un jeu à 12 millions d'euros. La case en bas disait « Signez votre ticket pour protéger votre gain ». Et je l'avais fait comme toujours, mon nom tremblant écrit au stylo Bible. Colleté que datit de ce matin même, je n'avais même pas encore gratté. Mes mains tremblaient, mais je m'y suis mise case après case 1, 8 ans zes dans 7. Puis j'ai vu les bons symboles s'aligner et j'ai compris le gain 12 millions d'euros. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, j'ai simplement replié le ticket lentement comme on replie une lettre d'amour. Je l'ai glissé dans une enveloppe et l'ai rangé au fond de mon sac. Le lendemain matin, j'ai fait comme d'habitude. J'ai balayé la cuisine, arrosé le basilic sur le rebord de la fenêtre. J'ai même souri poliment quand Amélie est passée près de moi sans un bonjour. Mais je ne leur ai rien dit. Pas encore. L'après-midi, en pliant le linge, j'ai réalisé qu'un autre ticket, celui que j'avais gratté la veille, avait disparu du fond du panier où je gardais les perdants. Je l'ai cherché partout, poubelle, placard, rien. J'ai senti le doute me saisir. Ce soir-là, ils ont ouvert une bouteille de champagne dans leur chambre. Et le lendemain, des livraisons ont commencé à arriver. Une télé immense, des cartons de vin, des sacs griffés et personne ne mentionnait la loterie. Pas un mot, mais ce que je savais, c'est qu'ils n'avaient jamais regardé l'arrière du ticket. Ils ne savaient pas. Ils pensaient que le monde leur appartenait désormais, mais le ticket, c'était moi qui l'avais signé. Et bientôt, ils allaient découvrir ce qu'ils avaient oublié de lire. Mon nom, pas leur chance, ma justice, et ce n'était que le début.
Me souviens encore du jour où j'ai quitté Pointe-à-Pitre pour venir en métropole. J'avais 23 ans, les mains pleines de promesses et un petit sac de toile que ma mère m'avait cousu. C'était un matin humide de janvier, l'air sentait le sucre chaud et l'embrun. Mon père n'avait pas voulu venir au port. Il disait que ce n'était pas un endroit pour pleurer. Alors c'est ma mère qui m'a serré très fort contre elle. Elle m'a glissé une médaille de la Vierge dans la main et m'a soufflé. Oublie pas qui tu es. Même si là-bas, ils font semblant de ne pas te voir. Je ne comprenais pas encore ce qu'elle voulait dire, mais je l'ai compris très vite. Arrivé à Paris, tout était froid, gris, pressonne, ne vous regarde dans les yeux. J'ai dormi les premières semaines sur un matelas au sol chez une cousine éloignée, rue de la Chapelle. Et dès le mois suivant, j'ai trouvé un poste de lingère à l'hôpital à Vicin. Ce n'était pas un rêve, mais c'était un début. Je travaillais de nuit, toujours plus payant, plus discret. J'étais invisible mais utile. Ça me suffisait. C'est là que j'ai rencontré Abdel. Lui était agent d'entretien. Il faisait rire tout le monde. Il avait cette chaleur dans la voix, ce respect dans le regard. Il n'était pas comme les autres. Il m'a courtisé doucement à l'ancienne en me laissant le temps de respirer. Nous avons vécu 27 ans ensemble. Une vie simple, sans luxe, mais pleine de rires et de gestes tendres. Pierre est né un mardi pluvieux de décembre dans une petite chambre de la maternité. Abdel avait les larmes aux yeux en le tenant dans ses bras. Il répétait « C'est mon roi ». Et moi, je regardais ce petit être si fragile, si chaud, et je sentais que j'allais tout donner pour lui. Nous avons économisé chaque sou. Nous avons vécu dans un petit 2 pièces à Saint-Denis, puis dans un logement social un peu plus grand quand Pierre a eu 5 ans. Abdel a travaillé jusqu'à l'épuisement. Il a été diagnostic d'un cancer du pancréas à 53 ans. 8 mois plus tard, il n'était plus là. J'ai tenu bon pour Pierre. J'ai fait des gardes doubles. J'ai demandé à être formée comme aide-soignante. J'ai pris tous les remplacements. Je me souviens m'être endormie dans les vestiaires, le front posé sur ma botte à déjeuner. J'avais des courbatures partout, mais Pierre avait toujours des chaussures propres et des livres neufs. Il avait des gouttes comme les autres, des vestes d'hiver bien chaudes. Il était bon élève, curieux, mais plus il grandissait, plus je sentais qu'il s'éloignait. Il parlait peu. Il disait que je ne comprenais rien au monde moderne. Je le trouvais de plus en plus impatient, souvent critique. Il me reprochait de mal prononcer certains mots, de ne pas savoir utiliser l'ordinateur. Je faisais tout pour m'adapter. J'avais même appris à envoyer des SMS, mais rien n'était jamais assez. Quand il a ramené Amélie, elle m'a tout de suite regardé comme un fardeau. Je le sentais dans ses gestes, dans sa manière de froncer les sourcils quand je mettais trop de sel dans le couscous. Dans son silence, quand je racontais une anecdote, elle ne disait rien, mais elle jugeait tout. Et pourtant, j'ai tout accepté. Pour ne pas créer de tension, j'ai proposé d'aider aux factures. J'ai donné mes économies pour qu'ils aient une mise de fonds. J'ai gardé leur fille là pendant qu'ils travaillaient ou sortaient. J'ai même dormi sur le canapé pendant des mois pour leur laisser la chambre pendant les travaux. Mais au fond, j'ai compris que je n'étais là que parce que ça les arrangeait. Je ne recevais plus de merci, seulement des regards agaces quand j'ouvrais la bouche. Et malgré ça, je continuais par amour, par habitude, par peur peut-être de me retrouver seule, de me dire que tout ce que j'avais construit n'avait servi à rien. Mais cette peur a fondu le jour où j'ai vu mon nom écrit sur ce ticket. Colette Casa, comme un rappel, je n'étais pas qu'une ombre, pas qu'un poids. J'avais un nom, une histoire, une valeur, et plus j'y pensais, plus je me souvenais de tout ce que j'avais traversé. Pas pour finir ainsi, pas pour être traite comme une chose. Alors doucement, un plan s'est formé dans ma tête. Pas une vengeance, un réveil, une reprise de place. Et cette fois, ce ne serait pas en me justifiant, mais en marchant droit avec mon nom en lettres capitales. Les jours qui ont suivi la découverte du gain furent les plus silencieux de ma vie. Un silence stratégique, dense comme une couverture que l'on tire sur une lampe brûlante pour qu'elle mûrisse dans l'ombre. Je ne changeais rien à ma routine. Je me levais toujours la première. Préparais le café, rangeais la vaisselle de la veille. Je déposais un baiser sur le front de Lila avant l'école. Amélie ne me parlait presque plus. Elle me contournait comme une commode qu'on aurait oublié de jeter. Et Pierre évitait mon regard. Je savais pourquoi. Il croyait m'avoir volé le ticket et il se persuadait que je n'avais rien vu. Qu'à mon âge, j'étais sans mémoire, sans force, sans armes, mais j'avais tout vu, tout entendu et j'avais si mieux. Ce ticket qu'il croyait avoir discrètement pris dans ma botte. Je l'avais photographié devant la vitrine du tabac. Ils avaient gardé le vrai, le seul dans un endroit qu'ils n'auraient jamais pensé fouiller entre 2 pages de mon vieux Michel, celui que plus personne n'ouvrait depuis des années. Pendant ce temps, eux se comportaient comme des rois, des rendez-vous secrets, des appels chuchotés dans la salle de bain, des regards brillants quand ils croyaient que je ne les regardais pas. Je les ai vus feuilleter des catalogues de villas.
Amélie a commencé à parler de changement de vie, Pierre, de placement intelligent. Mais jamais de moi, jamais une question, jamais un doute exprimé sur l'origine du gain. Ils avaient décidé que ce ticket leur appartenait. Et moi, dans leur esprit, je n'étais rien de plus qu'un accessoire oublié du passé. Une femme noire de 70 ans, usée, fatiguée, sans ressources. Ils se trompaient. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais plus de ressources qu'ils ne l'imaginaient. Pas d'argent, mais une mémoire vive. Une patience d'aiguille et cette ténacité qu'on ne connaît que lorsqu'on a grandi entre l'humidital et la rigueur d'un monde qui ne vous attend pas. J'ai commencé à prendre des notes. Chaque dépense soudaine, chaque achat hors du commun, j'ai noté l'arrivée d'un ordinateur neuf, les livraisons Amazon presque quotidiennes, le nouveau téléphone d'Amélie, les déplacements répétés de Pierre au crédit coopératif. Je notais, je collectais, je documentais et pendant ce temps, je cuisinais encore. Je mettais la table, je pliais les vêtements. Mais en moi, tout était déjà en marche. Le plus difficile n'était pas de garder le secret, c'était de contenir ma douleur. Pas la douleur d'avoir été volée, mais celle plus sourde, plus lente, d'avoir été effacée de leur cœur bien avant d'être effacée de leur projet. Je repensais à Pierre à ses premières années. Aux nuits blanches passées à bercer cauchemar, à la fierté dans ses yeux quand je lui offrais avec mon salaire maigre son premier vélo. Comment pouvait-il aujourd'hui croire que j'allais mourir sans rien dire, qu'il pouvait me remplacer comme une vieille serviette useuse? Je savais qu'ils attendaient leur moment, le moment où l'argent serait viré, où ils pourraient changer de vie et me laisser derrière. Je le savais et je les laissais faire, car c'est en les regardant bâtir leur ghetto sur une fondation pourrie que je préparais les secousses à venir. Je ne parlerai pas, je n'expliquerai rien, j'agirai calmement, froidement, et lorsqu'ils s'en rendraient compte, ce serait trop tard. Le ticket était à moi. Le silence aussi, et l'avenir cette fois allait s'écrire avec ma main. Pas l'heure, je suis allée au centre de paiement de la Française des Jeux un mercredi matin. Il faisait froid, mais le ciel au-dessus de Paris était d'un bleu tranchant, presque irréel. J'avais mis mon manteau gris, celui que je gardais pour les enterrements ou les rendez-vous importants. Dans ma poche, l'enveloppe contenant le ticket original signé de ma main. Je me souviens avoir attendu un long moment avant d'entrer. J'étais assise sur un banc, les doigts serrés autour de mon sac. J'avais le cœur lourd, pas de peur, de certitude. Je savais que ce moment allait changer ma vie. Pas parce qu'il allait m'enrichir, mais parce qu'il allait mettre fin à quelque chose. La naïveté, l'attente, le silence, une dame en tailleur m'a reçue. Très polie, très nette. Elle m'a demandé une pièce d'identité, puis le ticket. Je lui ai tendu les deux. Elle a scanné le ticket et relevé les yeux, m'a observé. « C'est bien vous qui avez signé. » J'ai hoché la tête, elle m'a souri. « Félicitations, madame, vous êtes la gagnante. Le virement sera préparé dans les jours à venir. Nous devons simplement confirmer quelques points avec notre service juridique, car une tentative de réclamation parallèle a été faite, mais nous avons bien en tête que vous êtes la seule signataire légitime. Je suis reste de marbre. Une autre réclamation? Ai-je demandé la voix tranquille? Elle a haussé les épaules. Oui, un couple a présenté une copie non signée, mais cela a été classé sans suite. Je n'ai rien répondu. Je suis sortie dans la rue et pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré sans douleur. L'air sentait le métal, la pollution, le monde qui s'agite. Mais en moi, tout était calme, silencieux, juste. Je n'ai pas repris le métro tout de suite. Je suis allée marcher le long des quais, les mains dans les poches, le pas lent. J'ai acheté un café au lait dans une petite boulangerie et je me suis assise face à la Seine. Je pensais à eux, à Pierre, à Amélie, à leur silence le soir. Ils avaient réalisé que le ticket qu'ils avaient volé ne fonctionnerait pas, que la Française des Jeux avait bloqué leur dossier, qu'un autre nom avait déjà été enregistré. Ils avaient dû comprendre. Ils savaient que je savais, mais ils n'osaient pas encore faire face. Et moi, je ne disais rien. Je faisais mes bagages. Le jour suivant, j'ai quitté l'appartement. Je n'ai pas claqué la porte. J'ai simplement laissé un mot sur la table, écrit au dos d'une photo de Pierre enfant. Ne cherche pas à me retrouver. Ce que tu as perdu n'était pas une somme d'argent, c'était ta mère. Guillemets double point, je suis partie avec une seule valise. J'ai pris une chambre d'hôtel pour quelques jours, le temps que le virement se fasse. Je ne pleurais pas, je n'en avais plus besoin, je n'étais pas heureuse, pas encore, mais j'étais libérée. Le jour où l'argent est arrivé, j'étais assise dans un petit salon d'hôtel à Saint-Ouen. J'ai regardé les chiffres apparaître sur l'écran, puis j'ai fermé l'application. J'ai respiré. Je n'ai pas pensé au voyage, ni aux bijoux, ni vêtements. J'ai pensé à une maison petite, calme, loin du bruit, à un coin de campagne où je pourrais cultiver un bout de jardin, respirer sans être surveillée, exister sans être jugée et surtout ne plus jamais être à la merci de personne. Ce que je venais de récupérer n'était pas qu'un gain. C'était ma place, ma voix, ma justice. Trouver cette maison en plein cœur du lot entre deux collines silencieuses et un chemin bordé de pierres moussues. L'agence immobilière ne comprenait pas pourquoi une femme comme moi,
Seul venant de Seine-Saint-Denis, voulait s'installer là-bas dans un coin que même les GPS hésitent à localiser. J'ai souri, je ne voulais pas le luxe. Je voulais l'oubli, un oubli choisi, apaisé. La maison était modeste mais solide, des murs en pierre claire, des volets bleus dès la veste, une cheminée encore fumante, un cerisier fatigué dans le jardin, une glycine abandonnée et au fond un puits. J'ai su en la visitant que c'était là le lieu où j'allais me reconstruire. Le compromis fut signé en quelques jours. L'argent ne manquait pas et cette fois chaque centime portait mon nom. Collé TK sur tous les actes. J'avais engagé un notaire rigoureux, une femme de confiance à corps qui m'appelait madame avec un respect silencieux. Elle ne posait pas de questions, elle agissait. Une fois installée, j'ai coupé mon ancien numéro de téléphone. J'ai supprimé tous les contacts, même ceux des voisins de palier, des anciens collègues de ma cousine Agani qui prenaient toujours des nouvelles justes pour répéter à d'autres ce qu'elle avait appris. Je ne voulais plus d'écho, je ne voulais plus être une rumeur, je voulais le silence entier. Ils ne m'ont pas cherché, ou s'ils l'ont fait, ils n'ont pas réussi. Je n'ai laissé aucune trace. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est la lettre. Une lettre arrivait un matin d'avril glissée dans ma botte aux lettres fraîchement installées. Elle venait de Pierre. Je l'ai reconnue à l'écriture, celle que je lui avais apprise moi-même, penchée sur lui à la table de la cuisine quand il avait 6 ans. Avec un crayon trop gros pour ses petites mains, il écrivait « Maman, on sait que tu nous as vus, que tu nous as laissé faire. On ne sait pas pourquoi tu n'as rien dit, mais on a compris que tu savais. Je suis désolée, je ne sais même plus ce que je voulais prouver. Je crois qu'on t'a vu comme une contrainte alors que tu étais notre fondation. » Lila demande « Où tu es ?» Amélie pleure en silence. « Moi, je ne dors plus. Si tu ne veux pas revenir, je comprends, mais je voulais que tu saches. Je suis tombée et je pense que je mérite de tomber. Guillemets double point. J'ai relu cette lettre sans bouger. 3 fois, 4 fois, et puis je l'ai posée sur la table. Je n'ai pas pleuré. Pas de soulagement, pas de rage, seulement un constat. Il comprenait enfin. Trop tard, mais il comprenait. Je ne leur ai pas répondu. Je ne voulais pas entretenir leur douleur ni la consoler. Je ne voulais pas raviver quelque chose qui en moi s'était déjà calmé. Ils avaient perdu une mère. Oui, mais moi, j'allais retrouver une femme. Et cette femme-là, désormais, marchait dans son jardin au petit matin, écoutait les merles chanter au-dessus du vieux puits et lisait des livres sans avoir abaissé le son de ses pensées. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais besoin que de vérité et je l'avais trouvée dans leur silence, dans leurs chutes, dans leurs lettres. Je n'étais plus cette femme qu'il supportait. J'étais celle qu'il regrettait et c'était bien suffisant. Les mois passèrent comme un souffle doux. L'été s'installa dans ma vallée avec cette lumière lente et chaude que seul le sud-ouest sait offrir. Le cerisier donna ses premiers fruits en juin et je les cueillis seule en robe légère, les bras tendus vers les branches comme une promesse tenue à moi-même. Je ne parlais à presque personne. Au marché de Gourdon, je saluais la marchande de tomates, l'apiculteur et le vieux monsieur du pain au levain. Mais je ne racontais rien de moi. J'étais là, dame du haut, discrète, polie, un peu mystérieuse et ça m'allait. Chaque matin, je me levais à l'aube. J'ouvrais les volets sur les collines encore endormies. Je préparais mon café et j'allais m'asseoir près du puits. J'y écrivais. Pas des lettres, pas des confessions, des bouts de mémoire, des réflexions. Ce que je n'avais jamais osé penser à voix haute, je l'écrivais pour moi, pour la Nadège que j'avais longtemps négligée. Un jour de juillet, j'ai reçu un appel du notaire. La voix douce poussée. Madame K, je voulais juste vous prévenir, une demande a été faite par Monsieur Pierre K pour contester le gain. Officiellement, elle a été rejetée évidemment, mais je préférais vous tenir informé. J'ai inspiré profondément. Je l'avais su quelque part en moi. Il a dit quoi exactement? Ai-je demandé sans colère qu'il pensait que vous étiez sénile, que vous aviez influence? Il n'a pas mentionné le vol. Bien entendu, j'ai remercié puis j'ai raccroché. Ce jour-là, je suis allée marcher loin jusqu'à la rivière. J'ai enlevé mes chaussures, trempé mes pieds dans l'eau fraîche. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai pensé à toutes ces fois où j'allais protéger Pierre contre le monde, contre les profs, contre les moqueries, contre lui-même parfois. Et voilà qu'il tentait de faire croire que je ne savais plus penser. Ce fut mon dernier lien avec lui. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris la lettre qu'il m'avait envoyée et je l'ai brûlée dans la cheminée. Pas ta reine, mais pour tourner la page. J'ai ensuite demandé à mon notaire de rédiger un document clair. Tout mon héritage, tous mes comptes, tout ce que je possède irait à des associations que j'ai choisies. Pour les femmes seules, les mères isolées, les personnes âgées exclues, je ne laisserai rien à ceux qui avaient voulu me remplacer. C'était ma manière de poser ma signature une seconde fois, pas sur un ticket, sur ma propre vie, et je me suis sentie légère pour la première fois depuis des années. Ce n'était pas une revanche, c'était un acte de souveraineté.
Ils avaient cru m'effacer. Ils m'avaient révélé. L'automne s'est installé sans fracas. Les feuilles ont rougi doucement, puis se sont détachées comme les dernières illusions. Ma maison s'est faite plus silencieuse encore, mais ce silence désormais avait un goût de baie. Je n'étais plus dans l'attente ni d'un appel, ni pardon, ni d'une réparation. Un matin, alors que je rentrais du marché, j'ai trouvé une jeune femme qui m'attendait devant mon portail. Elle portait un manteau beige simple, ses mains tremblaient légèrement. Quand elle a levé les yeux, j'ai tout de suite su c'était Lila. Elle avait grandi, elle avait changé, mais c'était bien elle. « Mamie ?» a-t-elle murmuré, « je t'ai retrouvée ?» J'ai ressenti une douleur vive dans la poitrine. Pas de chagrin, une surprise, une peur peut-être. Je suis restée muette. Papa ne sait pas que je suis venue, a-t-elle dit. Il ne parle jamais de toi, mais j'ai trouvé des lettres que tu m'avais écrites quand j'étais petite. Je les ai gardées. J'avais besoin de te revoir, de savoir si tu existais encore. Je l'ai laissée entrer. Nous avons bu un thé en silence au début, puis elle a parlé. Elle m'a dit qu'elle avait grandi dans l'amertume, dans le froid, que personne ne lui parlait vraiment de moi, que parfois elle entendait mon prénom comme un reproche, mais qu'elle avait toujours gardé une image floue et douce de mes bras, de mes chansons le soir. Des histoires murmuraient à l'oreille quand ses parents n'étaient pas là. Elle pleurait et moi aussi. Mais je ne lui ai rien dit de ce qu'elle ne pouvait pas comprendre. Je ne lui ai pas parlé du ticket, ni de la trahison, ni des nuits de solitude. Ce n'était pas à elle de porter ce poids. Je l'ai simplement serrée contre moi. Elle est restée 2 jours. Puis elle est repartie. Elle a promis de revenir. Je ne sais pas si elle le fera, mais ce n'est pas important car ce que je retiens, ce n'est pas son départ, c'est sa venue. Et cette venue-là, je ne l'attendais plus. Je m'appelle Nadège, j'ai 64 ans. Je vis seule dans une maison au milieu des collines entourée de silence et de lumière. Mon fils a tenté de me voler. Il m'a effacé de sa vie, de sa mémoire, de son avenir. Mais ce qu'il n'a pas su effacer, c'est ma présence, mon nom, ma force tranquille. Aujourd'hui, je n'ai besoin de personne pour m'asseoir droite dans mon fauteuil, pour regarder la pluie tomber sur le vieux puits, pour écrire mes pensées dans un carnet sans ligne. Je ne pardonne pas, je ne cherche plus à comprendre. L'histoire de Colette nous rappelle que la dignité est une richesse que personne ne peut nous voler. Elle n'a pas cherché la vengeance, mais la justice. Dans le silence, elle a repris le contrôle de sa vie, non pas pour punir, mais pour se reconstruire et enseigner une leçon inoubliable. Si ces histoires de force et de résilience vous inspirent, je vous invite tendrement à rejoindre notre communauté. Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Prenez bien soin de vous, car votre voix et votre valeur sont précieuses. À la prochaine fois.